Pendant tout le débat, j'ai entendu leadership. En gros, pour désigner ceux qui nous dirigent. Pour moi, ce ne sont pas des leaders. Parce que pour moi, aujourd'hui, il manque de vision. Et je ne me reconnais pas en eux. Et la jeunesse ne se reconnaît pas en eux. Exact. La question, je pense qu'il faut prendre le problème par le bon bout. Où est-ce qu'on veut amener nos pays d'ici 50, 100 ans? Parce que en répondant à cette question, on mettra en place tout ce qu'il faut pour y arriver. On n'y arrivera pas sans la jeunesse. Parce qu'en gros, la jeunesse fait partie de cette ressource qui va nous mener à cet objectif. Nos leaders manquent de vision. Vous, M. Mara, vous êtes en politique. La question que je vais vous poser, quelle est votre vision? Où est-ce que vous voulez amener le Mali si vous êtes élu un jour? Bonjour, André Djempe, merci encore au panel. Je voulais revenir sur un commentaire que M. Mara et M. Igwe ont fait disant une jeunesse passive en Afrique. Personnellement, ce n'est pas mon constat. J'ai quitté mon entreprise, j'ai lancé ma boîte de conseil. J'accompagne pas mal de startups en Afrique, notamment Donilab sur Bamako, que j'imagine que vous connaissez, monsieur le maire de la commune 4. Donc nous suivons beaucoup de start-upers dans l'IT et vraiment c'est des Africains qui ont besoin de souvent très peu de moyens pour réussir. Comme le disait M. Igwe, souvent 500 €, 1000 € avec des technologies juste extraordinaires qui ne sont même pas encore en Europe en fait. Donc pour moi c'est qu'est-ce que vous, monsieur le Premier ministre, monsieur le maire, quelle est votre vision pour ces jeunes-là qui ont une fibre entrepreneuriale juste géniale comme dans le monde anglo-saxon? Et deuxième remarque, c'était par rapport aux 7 à 8% de croissance en Afrique. Aujourd'hui, ces chiffres sont donnés par la Banque mondiale, qui ont une lunette de lecture de l'économie occidentale. Nos économies sont majoritairement informelles. Donc, est-ce qu'on peut se baser sur ces chiffres-là, qui ne prennent pas en compte les femmes qui vendent des beignets dans des marchés, des mamans qui vendent de l'eau glacée devant chez elles? Est-ce qu'on peut vraiment les inclure dans ces 7 à 8% de croissance? Et ma dernière question serait à monsieur le journaliste Moukoro. Personnellement, je suis peut-être jeune, mais j'ai arrêté de croire en la démocratie, personnellement. Quand on regarde le constat en France, si je dois prendre le cas de la France, ça fait 40 ans, il n'y a pas beaucoup de progrès. Quand un politique est élu et qu'il sait qu'il a 5 ans ou 10 ans, très souvent il pense d'abord à sa poche plutôt qu'à faire avancer le débat. Donc est-ce qu'aujourd'hui, et même à sa réélection, avant de pouvoir... mais est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas plutôt, au lieu de penser trop politique, dans le sens politicien, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser des micro-développements, comme soulignait M. Savignon? Merci. Moi, c'est Gianni Nassoumo, je représente le think tank de l'Afrique du Sud. J'aurais deux questions à l'endroit de M. Moukoro et au Premier ministre, M. Mara. Monsieur Moukoro, dans votre intervention, vous avez parlé de l'alternance et vous avez fait une sorte de classification entre trois types d'États. Les États où les dirigeants sont là depuis une trentaine d'années, des pays tels que le Togo et enfin les pays qui sont, entre guillemets, exemples de démocratie. Vous n'avez pas tort, je pense que vous avez parlé de constat subjectif, mais je pense qu'il c'est un constat plutôt objectif. Mais ma question, elle est celle-ci. Lorsque vous prenez l'exemple de l'Angola, par exemple, l'Angola qui a connu quasiment 30 années de guerre civile, par rapport au Bénin ou au Mali, qui sont des pays qui n'ont pas connu de guerre civile, qui ont une situation, une histoire différente, est-ce que c'est légitime ou bien est-ce que c'est pertinent de parler de l'alternance de la même manière pour ces différents pays? Aujourd'hui, de nos jours, la mode, entre guillemets, aujourd'hui, c'est la limitation des mandats. Et on parle de ça un peu partout, comme un standard que tous les pays devraient adopter, et ça entre un peu dans le cadre de l'alternance. Est-ce que c'est réellement le problème de l'Afrique? Est-ce que c'est réellement le principal problème auquel on doit s'attaquer? Est-ce qu'on doit imposer une sorte d'alternance à tous les États africains, sachant que chaque pays a son histoire, a ses réalités, a son passé, et tous les pays ont des défis vraiment différents. Et ça m'amène à ma seconde question qui s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez relevé certains points, notamment pour améliorer la situation de la jeunesse. Notamment, vous avez parlé de travailler sur le leadership des jeunes et de mettre
les organisations des jeunes un peu plus en avant dans les protocoles institutionnels et tout. Il y a quelques mois de cela, j'espère que j'ai des amis ivoiriens dans la salle. Le président Sarkozy, ancien président Sarkozy, a fait un tour en Côte d'Ivoire. Il était parti dans une université ivoirienne et c'est des vidéos qui ont fait le tour du web. Je pense que la majorité des gens ici l'ont regardé. Et j'étais choqué. J'étais choqué parce que le président est parti voir la jeunesse, les étudiants ivoiriens et ces étudiants qui sont censés être la relève de demain. Et il y avait une sorte de nostalgie des années 90 ou 80, au temps des partis États ou comme Mobutu, et il y a des mains passées, tout le monde était dans les rues, en train de crier, applaudir et tout. J'étais choqué, j'étais déçu. Est-ce que ces gens-là, cette jeunesse qu'on appelle à diriger l'Afrique demain, était prête à diriger l'Afrique? Et ça me ramène à la principale question, c'est-à-dire que le véritable problème, au lieu de passer notre temps à vouloir imposer des systèmes politiques, le véritable problème de l'Afrique, n'est-ce pas la gouvernance économique et l'éducation de sa jeunesse? Merci. Bonjour, je suis Fabrice Zafak et je suis étudiant à l'école polytechnique. Je vais rebondir sur les questions de mes voisins, ça tombe bien. Je vais commencer par la classification des états de la santé politique des différents états. J'aimerais savoir déjà si vous avez essayé de faire une corrélation entre cette classification politique avec la santé socio-économique de ces états-là. Déjà savoir si vraiment, comme on le pense, une bonne santé socio-politique implique une bonne santé socio-économique. Et je m'intéresserai également aux exceptions. Donc voir à peu près pourquoi un pays peut-être mal dirigé réussit, un pays bien dirigé ne réussit pas. Donc, ça, ce serait intéressant. Et je reviendrai aussi sur la fameuse passivité de la jeunesse africaine. Ouais, peut-être si jamais il y a une passivité, est-ce que cette passivité n'est pas une passivité africaine? Parce que on est tous d'accord que voilà, économiquement l'Afrique c'est le futur Eldorado, mais j'ai bien peur que les Africains loupent le gâteau, ne prennent pas de part de leur gâteau. Donc, là, je suis plus dans l'informatique et je regarde celui qui a gagné du e-commerce en Afrique, c'est Africa Market. C'est pas vraiment, quand vous regardez le board, c'est pas vraiment des Africains. Et du coup, si on continue comme ça, tous ceux qui mangent le gâteau africain ne seront probablement pas africains. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cela? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Africains, la jeunesse surtout, puissent s'émerveiller et découvrir les richesses que l'Afrique représente? Et qu'est-ce que nous jeunes devons faire pour cela? Bonjour, je m'appelle Mohamed Sako, je suis un ancien transmetteur de poste. Ma question est simple. Quand M. Mara parle de l'Afrique, moi j'évoque juste une partie qui concerne l'Afrique anglophone, parce que l'Afrique est là anglophone d'abord par sa population. Je prends l'exemple du Nigeria. 180 millions d'habitants cette année. En 2030, 275 millions d'habitants. En 2050, 450 millions d'habitants. Et chaque année, il y a 5 millions de naissances au Nigeria. Donc, dont 10 000 personnes arrivent à Lagos chaque année. Donc, pour vous expliquer que l'Afrique anglophone, dans ce pays, il y a un problème en fait de démographie. Mais parallèlement à ça, il y a une vitalité entrepreneuriale qui est exceptionnelle. Donc, M. Fabrice, en parlant de l'entrepreneuriat, j'ai aussi d'être un prochain. Dangote. Non, pas Dangote. Le président en fait du Bénin. Non, le prochain président en fait du Bénin. J'espère qu'il sera en fait. L'exemple du prochain, parce que Talon a été le président du Bénin en faisant de l'entrepreneuriat d'abord. Il a ici en fait, avant d'être président, il a été entrepreneur. Donc vous êtes entrepreneur, je vous souhaite le même parcours. Voilà, merci beaucoup. Les contributions sont toutes utiles. Je vais me focaliser essentiellement sur les questions ou les interpellations. C'est vrai que je suis d'accord avec madame, hein, quand on regarde un peu la façon dont nos pays sont gérés, on se pose la question dans quelle direction on est en train de nous mener. C'est tout à fait une réalité. Ce matin, je disais à l'université Paris 8 que un homme politique doit avoir une conviction, mais il doit aussi et surtout avoir un programme. Il doit inscrire son action dans une direction. Mais si la direction est difficile à établir, qu'il ne soit pas étonné de ne pas arriver à des résultats. Là, je suis tout à fait d'accord. Et il est bon aussi, si on veut entraîner la population, que d'avoir une vision. La vision est un peu plus large que le programme. La vision, c'est un peu fixer un cap. Et un cap souvent qui dépasse même son propre leadership ou son propre mandat. Et c'est ce qui est difficile en Afrique parce que beaucoup de dirigeants, notamment les chefs d'État, personnifient un peu leur action et
et projettent même le pays sur leur personne et leur démarche. Donc ils ont du mal à imaginer le pays en dehors d'eux, en dehors de leur présence, en dehors de leur leadership. C'est ce qui fait qu'il est difficile souvent de dégager une vision. Mais il faut aussi savoir, et ça on l'a pas encore suffisamment dit ici, mais nous avons des sociétés, nous avons des communautés qui aussi facilitent un peu le culte de la personnalité, le culte de la personne, et arrivent à convaincre le chef que bon, il est éternel, quoi. Ça, nos sociétés sont presque toutes un peu dans cette direction. Et donc, cet impact social, sociologique mérite aussi, je pense, d'être analysé au même titre que l'action des élites politiques. Je ne voudrais personnellement pas, je dirais, réduire le débat à ma vision, à moi. Mais je me rappelle que quand on créait notre parti en 2010 et qu'on était en train un peu de présenter le parti, j'ai dit quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'était la chose suivante, c'est que c'était le parti élément. Notre objectif, c'est que d'ici une génération, donc déjà en disant une génération, les gens ont du mal à comprendre, parce que les gens, pour eux, c'est nous voulons faire ça dans 2 ans, dans 3 ans. Je disais, d'ici une génération, il faut qu'on fasse en sorte que notre pays soit un espace où il y a plus de personnes qui veulent y vivre que de personnes qui veulent le quitter. Ça, par exemple, c'est une vision. Ça se décline en beaucoup de choses. Aujourd'hui, la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara sont des pays où il y a plus de gens qui veulent les quitter que de gens qui veulent venir y habiter. À commencer par les propres citoyens du pays. Je le dis dans la conclusion du livre, si les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et tous ces pays décidaient de ne plus mettre de visa pour les Africains, je pense qu'on n'aurait pas eu 1 million ou 2 millions dans certains pays. Donc, il faut que nous fassions en sorte que ce type d'horizon, on le dégage et qu'on puisse le partager avec les citoyens et qu'on décline cela en action et ensuite qu'on voit qui peut faire quoi dedans et ensuite qu'on aille de l'avant. Donc voilà à peu près, c'est ce type, je pense, d'horizon qu'il nous faut dans nos pays. Maintenant, battons-nous, on verra bien. Sur la question de l'entrepreneuriat, je suis tout à fait... Moi, je partage l'avis de beaucoup d'entre vous dans cette salle. Apparemment, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, c'est une bonne chose. Et je suis aussi tout à fait conscient que s'il y a un futur pour le continent, et le futur est d'abord économique, il n'est pas politique. Le futur est d'abord économique. Mais, vous les économistes ou les entrepreneurs, n'oubliez pas que la politique est encore plus importante que l'économie, malheureusement. Parce que cette économie que vous voulez décliner, cet encadrement que vous voulez faire des jeunes entrepreneurs au Mali, ici ou ailleurs, si le politique ne vous aide pas, vous allez peut-être faire 2 ou 3 entreprises, vous allez aider, c'est bien. Mais si le politique vous aide, peut-être au lieu de 2 ou 3, vous pouvez faire 200 ou 300. Donc la politique est toujours déterminante, y compris dans l'économie. C'est dommage, mais c'est une réalité. C'est une réalité aux États-Unis comme en Chine ou comme au Mali. Donc on peut difficilement distinguer le micro du macro, l'action individuelle de l'action collective, l'initiative individuelle de l'entrepreneuriat dans un quartier, de l'initiative globale de mettre en œuvre des politiques publiques qui favorisent l'émergence de jeunes entrepreneurs. Tout est lié, parce que c'est une collectivité. Donc du coup, c'est bien d'agir en jeune entrepreneur, c'est déjà bien, c'est positif. C'est mieux que de s'asseoir et de dire « je ne peux rien faire ». Mais si en plus de cela, vous puissiez agir pour que dans la collectivité où vous êtes, les choses soient un peu mieux gérées, c'est bien. Si vous pouvez faire aussi en sorte, au-delà de la collectivité, dans le pays où vous êtes, les choses soient un peu bien, c'est mieux. Donc je suis tout à fait d'accord que ce que vous faites est bien. Il faut commencer par cela. D'ailleurs, je recommande beaucoup aux jeunes, plutôt que de s'intéresser à la politique, il faut d'abord avoir du boulot. Il faut se prendre en charge avant de chercher à être maire ou autre. Le cheminement normal, c'est ça. Mais chez nous, le cheminement, c'est comme Yaya l'a dit, la politique est souvent un chemin court pour arriver à l'argent. Donc les gens, au lieu d'aller à l'école ou d'aller créer des entreprises, se disent, mais pourquoi je vais faire tout ça? Je vais aller dans ce parti, le parti va me faire candidat, je vais être maire, je vais vendre tous les terrains de la commune et puis je vais être riche.
Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Ce n'est pas un engagement politique, ça. Ça, c'est un engagement destructeur. Le cheminement que vous avez choisi, c'est ce cheminement qu'il faut faire. D'autres choisissent le cheminement du salariat, c'est aussi bien. Mais apprenons à être indépendants économiquement. Et ensuite, si on l'est économiquement, essayons de nous impliquer sur le plan de la citoyenneté, sur le plan politique, et un jour en tant que responsable, un peu comme Fabrice l'a fait. Il a commencé d'abord par créer son entreprise, à être suffisant pour lui-même, pour ses salariés, et maintenant qu'il a le dos suffisamment large, il se dit, bon, pourquoi je vais pas essayer de rendre un peu à ma collectivité? Voilà. C'est une démarche. Moi, personnellement, j'ai fait cette démarche. Sauf que lui, son dos a été, pour moi, trop large pour qu'il s'engage. Moi, mon dos était juste un petit peu large, je me suis engagé. Moi, j'ai commencé à travailler en 97. J'étais dans un cabinet et au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux associations, aux ONG, à travailler localement et donc à être candidat pour être maire. Ce que lui cherche à faire aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de le faire en 2004. Donc, tout est une question un peu de stratégie, mais c'est la même dynamique qu'il faut avoir. Donc ça, c'est juste pour vous dire que je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on aide l'entrepreneuriat, il faut qu'on l'aide localement. Tout n'est pas forcément au niveau national. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que je suis maire de la commune 4, ou j'étais maire de la commune 4. Déjà, au niveau d'une commune, on peut aider des incubateurs d'entreprises. Vous avez des initiatives comme Impact Hub au Mali qui commencent à être soutenues par les mairies, avant même d'arriver au niveau des ministères. Donc localement, il y a des actions qu'il faut faire pour accompagner. Il faut sans doute libérer plus de moyens. Les dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat dans nos pays sont ridicules en termes de moyens disponibles. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut multiplier les moyens. Et il faut plus responsabiliser les jeunes dans le management de ces dispositifs. Donc là aussi, si vous regardez dans les services publics qui sont impliqués pour aider les initiatives de jeunes, ceux qui sont à la base de ces services ou qui les dirigent ne sont pas jeunes ou ne connaissent rien à la jeunesse. Donc là, il est difficile. Par contre, quelqu'un comme vous, quelqu'un comme d'autres personnes qui sont passées par ce stade, si on les implique à des niveaux où eux-mêmes ils décideront de qui aider, comment l'aider, je pense que ça sera plus rapide et ce sera plus efficace. Donc il faut plus de responsabilité et plus d'accompagnement. Maintenant, vous avez, je crois que quelqu'un a insisté sur les questions de statistiques et d'évaluation, en disant, bon, on a un secteur informel, c'est vrai. Vous avez raison dans l'absolu, mais si vous prenez le temps de regarder comment nos outils statistiques fonctionnent, c'est qu'il y a des efforts importants qui sont faits pour essayer d'apprécier le secteur informel. Il y a des outils qui existent, il y a des stratégies qui existent. C'est peut-être pas parfait, mais on ne les ignore pas. Parce que si on les ignorait, on n'aurait pas eu les évaluations qu'on a actuellement, aujourd'hui. Il y a des évaluations qui sont là, qui ne sont peut-être pas tout à fait vraies, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Il y a des techniques qui sont utilisées, qui ont fait leurs preuves sur d'autres continents, d'autres cadres, et qui sont utilisées pour évaluer le secteur informel. Et le secteur informel, c'est le véritable secteur économique. Et l'enjeu, moi je l'ai dit régulièrement, l'enjeu, ce n'est pas forcément de formaliser le secteur informel. L'enjeu, c'est de permettre aux uns et aux autres qui sont dans le secteur informel de s'épanouir dans l'informalité, et eux-mêmes, ils iront dans le secteur formel. Et là, les États, malheureusement, s'y prennent un peu de manière inverse. On veut amener quelqu'un qui paye 0 à payer des impôts parce qu'on va lui donner un abattement de 20%. 20% de 0, c'est toujours 0. Donc, les personnes là n'iront jamais dans le secteur formel par des incitations fiscales. Il y a d'autres formes qu'on peut utiliser, mais il faut faire en sorte que les gens soient à l'aise. C'est lui qui vend de l'eau, qu'il soit à l'aise dans la vente de l'eau, c'est lui qui vend, ainsi de suite. C'est une démarche qu'on devrait davantage utiliser dans nos pays. Bon. Aujourd'hui, il y a la dernière intervention, c'est est-ce que la jeunesse est prête? Là, c'est une question terrible. Et cette question, je l'entends régulièrement. Et je l'entends de la bouche de ceux qui ne sont plus jeunes, qui, eux, leur avis est clair, hein, c'est que la jeunesse n'est pas prête du tout. Maintenant, je l'entends aussi de plus en plus de la bouche des jeunes comme vous. Ils disent, bon, vraiment, ce que nous voyons de nos pays, les jeunes, si on leur donne des responsabilités, ça va être la catastrophe. C'est vrai, tous les jours, nous avons des situations qui nous font passer à ça. Moi-même, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. Mais il faut partir de quelque part pour progresser. Et quand on dit qu'il faut promouvoir le leadership jeune, ce n'est pas remplacer les vieux par les jeunes.
c'est de faire en sorte de rajeunir le leadership progressivement pour que les jeunes aussi aient de la place. Je pense qu'on se complète. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce n'est pas les vieux contre les jeunes ou les jeunes contre les vieux. On se complète. Seulement, dans nos espaces, les jeunes sont pratiquement inexistants. Et quand on dit leadership, ce n'est pas aussi seulement leadership politique. Je parle à la tête de nos grandes entreprises, dans nos collectivités locales, à la tête des organisations de la société civile, dans les médias, partout. Vous avez une quasi-absence de la jeunesse. Il faut faire des efforts pour rajeunir. Vous avez des jeunes qui sont remarquables. Commençons déjà par ceci. Exemplarité aidant, les autres peuvent suivre. Donc, je pense qu'il faut commencer à injecter les jeunes dans le leadership pour que progressivement on ait la masse critique nécessaire afin de pouvoir diriger. Mais il ne faut pas faire un jugement définitif, ils sont incapables, donc on ne le fait pas. Il y a un effort à faire, et il y a une démarche et il y a une dynamique à imprimer. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux différentes questions. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez répondu à une partie des questions qui ont été posées tout à l'heure. Vous disiez, vous n'avez plus confiance en la démocratie, est-ce qu'il faut parler beaucoup de politique? Il a bien résumé parfaitement, je crois, même si on doit investir, c'est vrai, mais il faut un climat politique, et tous les économistes sont d'accord, il faut un climat politique serein pour que les investissements reviennent. Je prends l'exemple de quelques pays sur le continent. Vous avez un pays comme la Centrafrique qui a connu dans sa vie à peu près 11 crises politiques. Comment voulez-vous développer ce pays avec cette instabilité permanente? Un jeune État, le Soudan du Sud, qui avait pris son indépendance, le monde entier a applaudi. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, quel est l'état du Soudan du Sud? Beaucoup de massacres, juste une querelle entre deux hommes, Salva Kiir et Riek Machar. Et donc la politique, elle reste importante. Elle reste importante. Et donc on peut citer d'autres pays encore sur le continent. Madagascar, toujours dans une crise politique, instabilité permanente. Et donc quand on a de l'instabilité, malheureusement, on ne peut pas développer l'économie. Et vous disiez, est-ce qu'il y a un... Je fais une classification, est-ce que les pays plus ou moins stables ont aussi une bonne économie? Je peux dire que pas tous les pays, mais en tout cas, dans les pays où il y a plus d'instabilité, on voit aussi qu'on peut facilement investir, on peut facilement faire appel à l'étranger. Voilà, il y a une confiance de la part des économistes aussi. Et on peut citer notamment les cas du Cap-Vert ou de l'île Maurice qui sont, en tout cas en termes de démocratie, sont les premiers. Et ce sont des pays stables. Et économiquement aussi, ça va un peu mieux. Ça va un peu. Et donc, sur la question de l'alternance, est-ce qu'il faut forcément prendre ces modèles? Le Premier ministre le disait, dans beaucoup de pays africains, on ne fait plus la différence entre le président et l'État. Donc on a des personnes État, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis 30 ans, il ne fait plus la différence entre sa propre personne et l'État qu'il est censé gouverner. Et donc ça, c'est un gros problème. Et à mon avis, nous les jeunes, on ne doit pas encourager ces systèmes. Et c'est ce qu'Obama, justement, à son discours devant l'Union africaine, essayait de dire. Moi, aujourd'hui, si je peux briguer un nouveau mandat et je peux être réélu, mais je ne le fais pas parce que je fais confiance en l'intelligence de mon pays pour que d'autres viennent avec de nouvelles idées. Et on peut être bien compétent, mais laisser la place à d'autres de venir tenter autre chose. Et donc, à mon avis, l'alternance reste importante, même si tous les pays n'ont pas la même situation, n'ont pas la même histoire. Voilà ma réponse. Moi, il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels j'aimerais réagir. La dame a parlé de leadership, elle a parlé de vision. On est en phase, hein. Je pense qu'effectivement, c'est un déterminant important pour un leader. Mais je pense qu'on a une notion du leader qui est trop liée des fois au chef, à celui qui est devant, celui qui est en tête. Pour moi, le leadership n'est pas forcément lié à cet élément-là. Je pense que l'élément constitutif, qui est important, c'est un élément d'inspiration. Il faut qu'un leader puisse inspirer les gens. Donc moi, je pense qu'un balayeur, qui est le meilleur balayeur de sa société, inspire tous les autres qui ont envie de bien faire leur travail. Et pour moi, c'est ça le vrai leader. Le vrai leader, c'est celui qui a des valeurs à revendre.
qui a de l'exemplarité à revendre, qui a des compétences, qui a une passion, qui a de l'amour à revendre. Et donc, on est en phase. Hein. Je suis d'accord qu'il faut de la vision quand on va dans un domaine plus politique et ainsi de suite. Mais je veux aussi qu'on soit d'accord sur le fait que le leadership vraiment doit s'affirmer dans des choses simples, dans des choses de tous les jours, pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu, on était tout à l'heure à Paris 8, c'est disait tout le monde ne peut pas être leader. Mais si, tout le monde doit être des leaders. Tout le monde, chacun doit inspirer à son niveau autour de lui. Que ce soit ses enfants, que ce soit sa famille, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'était le premier ajout par rapport au leadership. Le deuxième élément qui est important, et je pense qu'il en a parlé, hein, c'est la limitation des mandats. Il y a de gros débats. Hein. Moi, j'ai une bande de cousins qui sont très politiques et qui ont fait des débats souvent. Il y en a un qui est convaincu qu'il faut toujours un tyran éclairé. Lui, il défend le concept du tyran éclairé. Le problème de l'autre tyran, c'est qu'ils ne sont jamais très éclairés. Sinon, si on avait effectivement Lee Kuan Yew, comme l'a eu Singapour, et ainsi de suite, parce que Singapour qui est un port de pêche 30 ans après, qui était plus pauvre que le Gabon ou la Côte d'Ivoire réunis, mais qui 30 ans après est la 4e place financière mondiale et en revenu par habitant le 3e pays mondial, ça change tout de suite. Donc on peut pas non plus dire que si enfin moi je prends l'exemple de Kagame au Rwanda, je suis convaincu que c'est un bon président. Je suis convaincu que le Rwanda a encore besoin de lui pour quelques années. On pourrait dire comme Obama, et Obama a raison, hein, parce que moi je suis convaincu qu'il faut de l'alternance. Mais en même temps, j'essaie d'être pragmatique et réaliste par rapport à des situations. Un pays qui a perdu 1 million de gens découpés à la machette. Il y a un mec qui reprend ce pays-là, 10 ans après, il en fait un exemple de gouvernance. Où effectivement le maire, tous les 6 mois, vient devant ses administrés rendre compte de sa gestion. Où on lui pose des questions. Ou s'il n'est pas capable d'avoir des réponses effectives, ou des solutions effectives, est viré. Donc je considère que celui-là, qui arrive à réunir un pays, après tout ça, je pense qu'on a encore un peu besoin de lui parce que c'est encore fragile. Parce que l'histoire, on parle de l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis et tout, mais c'est des histoires centenaires, millénaires, où il y a eu effectivement de grands penseurs qui ont écrit. Ça fait le lien justement avec ces modèles dont on parle le temps. J'en parlais un peu ce matin. Nous, on a 3 types de modèles en Afrique. D'abord, le Premier ministre a parlé de Sundiata aujourd'hui. J'adore moi Sundiata. Manga kon fata, manga kon jata, sogo sogo simbon. Quand tu lis ce livre, tu es emporté, tu as envie de t'envoler, tu te dis mais le mec il a écrit vraiment avec une plume. Mais après tu te dis mais c'est trop romanesque ce truc. Est-ce que le petit s'est levé, est-ce qu'il a soulevé là vraiment? Est-ce que c'est too big to be true? Donc on a ces exemples là, donc qui sont très enrichissants hein, au niveau purement culturel et de l'évocation, ainsi de suite. Mais qui défendent leurs limites quand même dans la véracité. Et c'est vrai que c'était des griots de parole en parole, donc on peut perdre des choses au fil des ans, parce que c'était pas écrit. Bon. Ensuite, on a les grands libérateurs. Les grands libérateurs, c'est nos grands présidents, qui nous ont tous libérés. Quand on va à l'école depuis tout petit, ils parlaient de Mobutu, il y a des manches, on dit papa, Mobutu, toute notre vie, depuis tout petit, on a chanté les louanges de nos présidents libérateurs. Et puis après ça, on a sauté tout ça. Maintenant, on est dans les footballeurs, les coupeurs décalés. Enfin, moi, j'ai rien contre les coupeurs décalés, j'espère que tu aimes aussi. Hein. Mais franchement, c'est vrai que ce qui est bien dans les pays développés comme les États-Unis, c'est quand on invite effectivement Bill Gates, quand on invite un grand savant, on invite aussi Beyoncé parce qu'elle chante, on invite aussi Carl Lewis Fakikou, tous ceux qui représentent le meilleur de la nation. Ce qu'il faut, c'est de la représentativité dans les modèles. Il faut qu'il y ait des modèles représentatifs de ce qu'est une nation, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau de la pensée, au niveau scientifique, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait qu'une nation devienne une grande nation. Et je suis d'accord avec ça, et vraiment, je pense que l'Afrique a plus que jamais besoin de modèles. Alors, je vais juste finir sur un élément. Ça, c'est vraiment une question que je vais poser à Moussa aussi, parce que c'est un débat que moi j'ai avec... la présidence de Côte d'Ivoire est toujours mon client, hein, donc je m'occupe de la communication du président Ouattara, et on a toujours ce gros débat avec des personnes de la présidence sur comment est-ce qu'on mesure l'informel du formel. Parce que moi, on avait un gros débat où je nous dis, bon, alors, on a créé 1 million d'emplois. J'ai dit 1 million d'emplois. On dit, ouais, en 4 ans. Je dis, comment vous avez fait? Expliquez-moi, où est le million d'emplois? On m'explique qu'en fait, du fait des répercussions de par rapport à l'agriculture qu'il y a, donc ainsi, et puis on débouche à 1 million. Maintenant, on considère qu'il y a 800 000 emplois informels. Mais l'informel, le principe de l'informel, c'est qu'on ne peut pas l'identifier. Le principe, quand je dis qu'il est informel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sous quelle forme le mettre. Donc comment est-ce qu'on mesure les mesurables?
comment est-ce qu'on calcule l'incalculable? Après, je suis d'accord, et il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est important, il dit, il faut amener ces gens-là, justement, à eux-mêmes, à migrer par leur épanouissement. Et ça, c'est ce que je retiens, et moi, c'est enrichissant pour moi. Il dit, moi, je ne sais pas de combattre l'informel, j'essaie de les emmener à s'épanouir et à eux-mêmes, par rapport à leur développement personnel, à migrer. Donc c'est un mouvement volontaire, c'est pas un mouvement de contrainte, où je viens avec une force extérieure imposer et dire, il faut que tu passes là. Et ça, c'est intéressant. Mais le gros débat, c'est ça. Moi, je pense, et justement, c'est bien sur une super école ici, où je pense qu'il y a des têtes brillantes, et nous sommes des petits publicitaires, on n'est pas très intelligents, on fait des choses vite, et c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les jeunes Africains réfléchissent à comment est-ce qu'on doit remesurer l'économie africaine. Comment est-ce qu'on doit intégrer, justement, dans nos économies, la vendeuse d'Aloco du coin, la vendeuse du maïs du coin. Comment est-ce qu'on calcule la richesse qu'elle apporte à notre économie? Je pense que ça, c'est un débat qui est posé vraiment aux économistes, aux jeunes économistes talentueux que vous êtes, pour que vous puissiez justement demain apporter une solution de mesure, ou une solution en tout cas d'évaluation, qui prenne en compte toutes les vraies richesses que nous avons. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'élément de vision sur le pays où on a plus envie de rester qu'envie de partir. Merci beaucoup. J'ai envie de me taire. Non, sincèrement, je voudrais qu'on applaudisse Fabrice Saoyan et puis l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'être représenté. Franchement, ça fait vraiment un beau panel. On a un vrai entrepreneur et puis un vrai homme politique qui nous donne un discours, qui présente un dialogue qui est assez bluffant. Comment mesurer l'immesurable? Comment calculer l'incalculable? C'est une belle question. Quand vous êtes dans une société, que les gens n'ont pas de pièce d'identité, c'est difficile. N'est-ce pas? Moi, je crois vraiment à un développement économique africain. Et je pense qu'il y a un modèle africain à décrire, et je pense que ce modèle africain va y repris partout dans le monde. Et j'y travaille personnellement. Vous savez pourquoi? Nous avons une économie qui est basée sur 3 axes. L'axe formel ou l'économie traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la macroéconomie que tout le monde connaît. Il y a l'axe informel, et à l'économie sociale et solidaire. Nous, pays africains, nous avons ces 3 axes. L'économie informelle représente 70% de cette proportion. 70% de cette proportion. Ça veut dire que 7 personnes sur 10 vivent dans l'informel. Ensuite, vous avez 2 personnes qui sont dans l'économie traditionnelle ou formelle et 1 personne sur 10 qui est dans l'économie sociale et solidaire. Ce que je dis, c'est qu'il faut structurer l'informel. Et je suis d'accord avec l'ancien Premier ministre qu'il ne faut juste surtout pas chercher à le formaliser. Et là, les institutions de Bretton Woods, je crois qu'ils se trompent complètement. Moi, je donne un exemple. Il y a un projet sur lequel on travaille. Il y a des gens de cette salle qui connaissent bien ce projet. Je ne vais pas aller très loin, mais je vais vous donner juste une brève description. On travaille sur le fonds de diaspora solidaire béninois. L'idée, c'est quoi? L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est pouvoir financer, en fait, les gens qui sont dans la pauvreté, mais à qui aucune banque ne va prêter, à qui aucune société microcrédit ne va prêter, parce qu'ils n'ont pas d'épargne et n'ont pas de fonction à justifier. C'est dit tout simplement qu'il y a une dame qui a envie de faire du poisson fumé dans son village. Elle se pointe à la société de la fondation de la diaspora. D'accord? Elle dit, allez, je vais faire du poisson fumé dans mon village, j'ai pas d'argent et je ne sais pas comment faire. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie cette dame-là. On lui crée une fiche. Nom, prénom, madame telle. On va dans son quartier. On va constater qu'elle vit à tel endroit et qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Mais on se rend compte, en fait, parce que nous, on est un peu intelligents, on a un peu étudié, on a 100 petits jeunes qui ont bac plus 2 en gestion et tout, qui suivent ces personnes, ce portefeuille, qui va dire, mais en fait, madame, vous n'avez pas fait que du poisson fumé, mais en fait, vous allez cuire du riz que vous allez vendre au village parce que les gens veulent manger du riz en plus et de la sauce. On crée son économie. On va financer pas 100 €, mais 250 € à cette dame. Elle va faire du riz, elle va faire du poisson. Toutes les semaines, le jeune qui gère le portefeuille de 10 projets va venir la voir, va la suivre. Ça ne sera pas du remboursement, puisque ce n'est pas du crédit, ça la tuera, parce que c'est du micro-capital. Donc elle pourra rembourser sur le long terme. Et comme c'est un fonds philanthropique, on ne fait pas de TRI, donc il n'y a pas de problème. Donc cette dame, elle va sortir de la pauvreté, elle va envoyer 1 ou 2 enfants à l'école. On va faire ça au moins pour 1000 projets. Et là, ça ne sera pas 1 million d'emplois, mais une personne qui sort 5 personnes de la pauvreté fois 1000, ça fait 5000. Et en plus des 200 jeunes qui travaillent dans cette structure, vous imaginez le nombre d'emplois qui sont créés et le nombre de personnes qui sortent de la pauvreté. Comme ça, on mesure les mesurables et on calcule l'incalculable.
J'y crois vraiment avec les tripes. J'y crois vraiment avec les tripes. Et il y a une personne dans CELSA qui travaille sur ce projet avec moi. Puis c'est un projet qu'on va lancer à la fin du mois. La plateforme s'appellera Tovilet. Tovi, en fait, enfant, ça veut dire juste les enfants du pays. Et Tovilet, ça a un peu une dimension plus patriote. Et c'est ce que nous allons faire. Ce que je veux dire par là, c'est que notre économie est une bonne économie. Mais tant que nous, économistes africains, nous n'allons pas écrire, faire des choses comme ça, reconnues par tous, pour montrer que cette économie est valable, c'est toujours les institutions de Bretton Woods qui vont nous expliquer ce que c'est que l'économie. Donc nous devons penser, nous devons avoir des écoles de pensée. Nous devons penser l'Afrique. Ça, c'est la première chose. Madame, la vision pour moi, ce n'est pas pour une personne. Moi, Khaled Digué. La vision, je dis, elle doit être consensuelle. Quand on dit une vision pour un pays, ce n'est pas juste une personne qui se lève, qui dit « j'ai telle vision ». Je pense qu'on partage tous des visions. Et la vision doit être consensuelle. Et ce qui fait que la vision marche, c'est parce qu'elle est consensuelle. Parce que ce soit monsieur l'ancien Premier ministre qui doit être président du Mali, que ce soit quelqu'un d'autre, on a tous la même vision. On a tous envie que les gens aient plus envie de vivre dans le pays que d'en sortir. Et ça, c'est une vision partagée. Pour moi, la vision est consensuelle. Et le programme est un compromis pour moi. Ce qui fait que ça marche chez Kagame ou que ça marche au Kenya, c'est parce que le programme est voté au Parlement. Une fois qu'on a fait les élections, pour moi, est le début de la bataille, il faudra à un moment que l'exécutif aille présenter son programme et soit validé par le Parlement. Le programme devient un consensus et n'est plus un sujet. Et tout le monde est d'accord avec le programme final. Donc, la vision est consensuelle et le programme est un compromis. Et pour avancer sur les gens qui vont à la politique pour être riches, la notion de la richesse est relative. Donc, si nous, jeunes Africains, on parle du principe seulement qu'on a des milliards, qu'on est riche, alors là, on est complètement mal barré, quoi. On n'a pas besoin d'être milliardaire. Moi, je pense sincèrement qu'il faut se construire avant d'aller à la politique. Et là encore, je rejoins cette table-là. Il ne faut pas une nécessité pour aller faire de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Quand on fait de la politique, c'est qu'on donne sa vie à la population. Donc, on ne doit pas être en train de penser à ce qu'on va manger demain. La seule chose, la seule emprise qu'on doit, c'est la population, c'est comment aider son peuple. Donc je pense vraiment que pour aller à la politique, il ne faut pas être nécessiteux. Et c'est Aristote déjà qui posait la question en Europe. Qui est en droit de gouverner? Et je pense que si les Européens avaient déjà la réponse à cette question, on n'en serait plus là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces questions, ces réponses.